Bien, je vais commencer d'abord en remerciant l'ensemble de l'équipe qui a organisé cette conférence et en particulier Claire Marzeau pour l'invitation. Je vais, pour cette avant-dernière intervention, un peu ouvrir le spectre des débats en m'intéressant à une autre dimension en fait, du travail, du digital labor. La dimension qui, pour le coup, je pense, est invisible, qui est le travail gratuit des internautes. Et donc, petite parenthèse, je vais projeter sur ces slides un ensemble de créations industrielles. Je travaille à l'interface entre les disciplines juridiques et du design, donc des créations industrielles, des captures d'écran et aussi des travaux d'artistes qui ont introduit des éléments de subversion, de critique dans leur projet. Et je vais commencer avec ce premier travail pour introduire la thématique. En 2014, l'artiste Laura Ptak a publié le manifeste en ligne Wages for Facebook, en écho à la campagne féministe que peut-être vous avez entendu parler, Wages for Housework, de 1975, qui revendiquait une rémunération pour le travail domestique des femmes. Et Wages for Facebook s'appuie sur ces discours féministes pour étendre la discussion du travail non rémunéré à de nouvelles formes de création de valeur et d'exploitation en ligne, et ainsi exiger que le temps que nous passons sur les plateformes numériques, ces plateformes dont on parle jusqu'à présent, et en particulier ici les réseaux sociaux, soient reconnus pour ce qu'il est, en fait, du travail qui est invisible, du travail qui est non rémunéré. Et selon Antonio Casilli, et c'est un peu un honneur de le citer en sa présence, ce digital labor se définit comme le travail des relations sociales effectuées sur les plateformes numériques, un labeur non seulement immatériel, mais également digital. C'est-à-dire au sens littéral, il est exécuté du bout des doigts. C'est un travail du clic. Lorsque nous cliquons, étiquetons, tweetons, partageons, likons, écrivons des commentaires ou des recommandations sur les plateformes, nous convertissons nos choix, nous convertissons nos amitiés, nos émotions et nos indignations en données exploitables par les algorithmes. Et les traces laissées en ligne, qu'il s'agisse aussi bien d'informations personnelles, de recherche, mais aussi d'interaction avec les fameux assistants numériques, sont captées et monétisées par les plateformes. Ces pratiques, en fait, elles illustrent une nouvelle forme de mise au travail des internautes, un travail qui est gratuit, où relations sociales et affects sont en réalité commodifiés. Depuis 2009, date à laquelle Google s'est approprié les travaux des chercheurs de l'université de Carnegie Mellon, le travail gratuit, il a pris une autre dimension. En effet, en 2007, des universitaires ont créé le système de CAPTCHA. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce système-là. Initialement conçu pour différencier humains et machines, les CAPTCHA ont été transformés en un outil permettant d'enrichir les bases de données de Google sans que les utilisateurs en aient conscience. Ce système s'est ainsi progressivement développé pour demander aux internautes de reconnaître des ponts, des feux, des bornes à incendie, des panneaux de signalisation, des devantures de magasins, et ce, afin de nourrir des bases de données qui sont utilisées par les entreprises, Uber, Amazon, Google, afin de ces bases de données, afin qu'elles nourrissent elles-mêmes les algorithmes utilisés comme ceux qui sont utilisés dans les voitures autonomes ou d'autres outils d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, dans sa décision du 15 juillet 2020, la CNIL a épinglé ces pratiques, elle s'est positionnée sur le sujet et a condamné cette solution qui est proposée par Google, en mettant en demeure notamment le ministère des Solidarités et de la Santé pour le recours à ces reCAPTCHA dans le cadre de l'application Stop Covid, une position qu'elle a renouvelée par la suite, qu'elle a conservée, qu'elle a rappelée. De manière similaire, les défis viraux comme le 10 Years Challenge qui est apparu à la fin des années 2018, début 2019 sur les réseaux sociaux, a permis d'améliorer significativement les systèmes de reconnaissance faciale sur la prédiction du vieillissement. Et aujourd'hui, ce digital labor subit une mutation qui est, à mon sens, encore plus effrayante
Par le passé, les plateformes ont capitalisé sur nos interactions, ont capitalisé sur nos émotions, puis sur notre capacité à analyser le réel avec ces reCAPTCHA, donc notre intelligence finalement. Mais aujourd'hui, le travail numérique n'est plus seulement un travail digital. Aujourd'hui, le modèle d'affaires des plateformes pousse certains internautes à exploiter nos corps, nos visages. Ce sont des deepfakes, des corps générés par des intelligences artificielles à partir de larges bases de données qui sont en fait des bibliothèques de visages. Alors j'espère que vous aurez cette référence issue de la culture populaire. Vos visages, mon visage, et les utilisations peuvent faire l'objet de controverses, car nos visages sont exploités sur des nouvelles plateformes, des plateformes des réseaux sociaux exclusifs. C'est comme ça que se définit OnlyFans. C'est ainsi également que se définit Mime, un concurrent de OnlyFans, qui propose avant toute chose du contenu érotique. Nos visages sont donc exploités sans que nous ne le sachions à des fins pornographiques. Ce sont nos contributions volontaires et gratuites sur les réseaux qui permettent aux internautes malveillants d'exploiter à son paroxysme le modèle d'affaires de ces plateformes. Le digital labor vient finalement aujourd'hui à une forme de face digital labor. Et demain, ce sera peut-être aussi le voice digital labor. Alors ici, il s'agit d'une personne identifiée et les ayants droit seront peut-être rémunérés, mais cela montre bien que l'avenir du doublage est peut-être dans les voies de synthèse, ou plutôt des voix gratuites qui font la synthèse de nos voix. Donc peut-être que demain, ce sera la nouvelle génération de ce travail. Alors on peut le dire, le travail numérique a encore de beaux jours devant lui. Le problème que pose ce travail numérique, je l'ai renommé travail numérique pour sortir de l'aspect digital, c'est bien entendu sa gratuité, mais la question de la rémunération, elle est en quelque sorte l'arbre qui cache la montagne. Le premier des problèmes, c'est à mon sens avant tout son invisibilisation. Les interfaces utilisateurs manquent de transparence, on en a parlé, et cette transparence, et sans transparence, il n'y a pas de rémunération. Cela a d'ailleurs été rappelé très récemment à l'occasion d'un colloque auquel j'ai assisté à la CNIL, qui avait lieu à la CNIL, sur la protection de l'image et des voix des personnes, et parce que nous sommes maintenus dans cette ignorance. Et le pire, c'est que nous ne détestons pas cela. Nous ne détestons pas être maintenus dans l'ignorance. C'est en ça que c'est dramatique. Au contraire, qui nous en voudrait aussi de ne pas nous détester cela, puisque le travail numérique que nous effectuons, il est imperceptible, invisible, voire même agréable, car ludique. On a réussi à gamifier le travail. C'est exactement cette logique qui a été employée dans les dispositifs de reCAPTCHA. On jouait pas à où est Charlie, mais où est le feu tricolore. Plusieurs études d'ailleurs en neurosciences montrent que ce sont les mêmes zones du cortex cérébral qui sont en activité. Notre cerveau ne fait pas la différence entre un jeu sérieux qui permet d'alimenter et un jeu ludique, un jeu de loisir. Et cette gamification, d'ailleurs, c'est cette gamification qui rend les interactions sur les réseaux sociaux ou en ligne si fluides. Les interfaces, elles sont conçues pour être intuitives. Elles favorisent désormais une intrusion de l'acte de travail dans les sphères privées. Et avec le Wi-Fi, l'activité se répand dans toutes les sphères de l'intimité, jusqu'à saturation, voire même dans le lit. Donc là, c'est un projet artistique que vous pouvez aller voir actuellement au musée des Arts Déco dans l'exposition intime. On travaille partout, on travaille tout le temps et à notre insu. Les techno-capitalistes, si je reprends les expressions qu'on retrouve en littérature, exploitent le prolétariat numérique en concevant des expériences digitales sans friction et alignées sur un paradigme d'efficacité. Les utilisateurs, ou plutôt les travailleurs, doivent accomplir leurs tâches aussi simplement et rapidement que possible, en comprenant instinctivement comment utiliser une interface de travail. Le travail doit être intuitif, plaisant, sensuel, mais aussi ludique, voire délicieux. On doit y mettre les doigts et sans doute maintenant y piquer une tête ou y porter sa voix. Mais cette nouvelle esthétique du travail, elle ne rencontre plus l'adhésion. Il y a des initiatives de chercheurs, d'activistes, mais aussi d'artistes et de designers, et je vous en ai présenté quelques-uns, qui émergent et qui tentent de rendre visible ce qui était jusqu'à présent invisible.
parallèlement, l'Union européenne, elle s'engage elle aussi à bâtir un environnement plus équitable aux utilisateurs de services numériques de son territoire. La transparence, c'est un principe cadre de l'UE en matière de régulation numérique, si ce n'est le principe cadre. Et ce principe vise à garantir l'accès à l'information, la protection des droits fondamentaux et un meilleur encadrement des plateformes numériques. Ah oui. Le règlement sur la protection des données, le RGPD, impose des obligations strictes aux entreprises et institutions concernant la collecte et le traitement des données personnelles. L'article 12 du RGPD exige une communication claire, accessible et compréhensible sur l'usage des données des citoyens. Avec l'entrée du Digital Service Act, on en a parlé, et du Digital Market Act, la Commission a aussi amorcé un tournant vers une responsabilité numérique accrue. Sur ces questions d'interface, il y a l'article 25 du TSA qui prohibe les interfaces déceptives, qui manipulent ou qui trompent les utilisateurs. Il ne faut pas se leurrer, nous sommes trompés, nous l'avons été lorsque on nous demandait si nous n'étions pas des robots, nous le sommes toujours quand nous sommes invités à exprimer nos émotions, nous le sommes encore plus quand ces émotions qui nous mènent à nous abonner à un compte d'influence ou de plaisir est alimentée par une personne qui n'a pas de réalité physique. L'UE exige de ce fait de la transparence que l'on trouve aussi dans les actes, l'IA Act, mais ce n'est pas vraiment sur ce terrain que je souhaite vous emmener. Pour endiguer le phénomène, il faut, à mon avis, le nommer d'abord explicitement. Le droit commun du numérique, alors je me permets l'expression, je pense qu'il a pris suffisamment en autonomie pour qu'on puisse parler de droit commun, peut déjà exiger cette transparence, mais l'ensemble des textes, dans l'ensemble de ces textes, la volonté politique se trouve ailleurs. C'est sans doute une limite du cadre posé par ce droit commun. Je ne pense pas que les rédacteurs aient pensé en premier lieu au travail invisible des internautes. Je ne pense pas qu'ils aient porté à leur attention la mise en forme de ce travail dans l'espace numérique. Pour autant, sur la forme du numérique, la Commission a déjà engagé des travaux critiques et encore peu impératifs, puisque le 3 octobre dernier, la Commission européenne a publié son Digital Fitness Check. Fairness Check, non, c'était Fitness Check, pardon. Non, Fairness Check, pardon, excusez-moi, je me confonds. Une évaluation qui vise à déterminer si les règles actuelles de protection des utilisateurs sont encore adaptées à l'évolution des pratiques en ligne. Et ce rapport, il identifie plusieurs pratiques inéquitables, notamment les dark patterns sur les interfaces déceptives. Mais qu'en est-il des interfaces productives qui nous mettent à produire ? Elles ne sont pas visibilisées. C'est une question de politique juridique en réalité. Et la volonté politique, elle est très importante. Les analyses de ce Digital Fairness Check, en fait, elles guident la préparation d'un futur règlement européen qui est le Digital Fairness Act, qui vient d'être confié au nouveau commissaire européen à la démocratie, à la justice et à l'état de droit, Michael McGrath. Et ce texte, le DFA, vise dans l'ensemble à renforcer le droit des utilisateurs de services numériques. Il vise à mettre au centre des débats et des attentions la notion d'équité. C'est une notion forte, cette notion d'équité. L'équité numérique, elle matérialise une attention portée à la relation entre utilisateurs et les plateformes. Mais nous ne sommes plus, à mon sens, que des utilisateurs. Nous ne sommes plus que des utilisateurs. Nous ne faisons pas que réceptionner de l'information. Nous émettons, nous produisons, nous travaillons. Nous sommes des travailleurs invisibles. Et ce règlement pourrait être l'occasion de visibiliser ce travail, de l'encadrer. Il pourrait être l'occasion de d'encadrer enfin ces pratiques de travail gratuit, ne serait-ce qu'en mentionnant, même si on n'a pas d'article précis, en le mentionnant dans les considérants, c'est-à-dire l'introduction qui est censée guider la lettre du texte. Alors comment, ça c'est aussi la question un peu à 1 million, on est dans le droit purement prospectif à ce stade, il n'y a pas beaucoup d'éléments, en tout cas j'ai trouvé peu de choses en ligne et dans les bases de données. C'est une invitation à amorcer le débat, puisque
en faisant ma revue de littérature, comme je vous le disais, il y a peu de choses sur le sujet. Nous avons des constats, on a des faits, hein, notamment du professeur Antonio Casilli, qui sont bien documentés, bien entendu des critiques, mais peu de solutions, peu de propositions de régulation, encore moins réglementaires. Sans doute car, comme je l'ai dit, hein, la solution est avant tout politique, et la politique juridique, ça s'influence. Le sujet est suffisamment important pour y consacrer un peu de notre temps, de notre intérêt. Et donc, ma conclusion ne sera pas juridique, mais un peu politique. Profitons de cette opportunité législative pour porter le sujet qui n'est pas pour le moment dans le spectre des possibles, hein, dans le spectre des possibles de ce Digital Fairness Act, mais qui pourrait l'être, pourrait l'être un peu plus directement. Il s'agit bien d'une question d'équité ici, comme je le disais, de fairness, qui serait en effet parfaitement, à mon sens, adapté à un Digital Fairness Act. Donc voilà, c'est une ouverture au débat. Peut-être qu'on pourra poursuivre sur ça dans les échanges. Voilà, merci beaucoup.